Indiens. Alors ça, c'était donc Washington en 1868, l'année où est conclu un traité très important, un traité de paix entre les Indiens et le gouvernement américain, le traité de Fort Laramie. Alors, ce traité est très important pour ceux qui allaient suivre, parce qu'il fait des concessions aux Indiens. Cela dit, quand même, il leur accorde une grande réserve à l'ouest du Mississippi, David Cornu. Oui, alors ça, c'est un traité extrêmement important, parce que il concrétise la première grande victoire des Sioux. C'est la première fois que les Indiens contraignent le gouvernement américain à signer un traité. Toutes les fois précédentes, le gouvernement américain leur donnait signer un traité pour faire une trêve. Là, c'est les Indiens qui l'ont obligé. Ils ont dit aux guerriers de Red Cloud, ils ont dit, vous arrêtez le combat et on vous donne une immense réserve dans le Dakota du Sud et dans le Dakota du Nord. Une immense réserve dont vous ne devrez jamais sortir, et nous, on vous fournira des marchandises. Ça, c'est en théorie. Alors là, il y a également un endroit très important pour eux, pour les Indiens, qui est considéré comme un lieu sacré. Ce sont ce qu'on appelle les Black Hills, des collines, tout un ensemble de petites montagnes. Les Black Hills qui sont sacrés et qui sont préservés. En principe, c'est le gouvernement américain qui le garde sous son autorité. Aucun pionnier ne doit s'y installer. Ouais, alors là, faut voir la vision des Américains. Le fait d'envoyer des troupes dans les Black Hills, ou le fait de menacer les Black Hills, c'est extrêmement important. Parce que le gouvernement américain savait très bien qu'il rentrerait en guerre contre les Sioux en faisant cela. Il savait très bien que d'avoir en ligne de mire les Black Hills outragerait les Indiens, parce que les Black Hills, c'est où les ancêtres sont enterrés. C'est les terres les plus sacrées des plaines. Et les Indiens sont évidemment extrêmement choqués si, par hasard, les civils ou des soldats entrent dans ces terres. Alors justement, c'est ce qui ne se passe pas jusqu'au moment où on découvre de l'or dans les Black Hills. Alors évidemment, tout de suite, on voit débarquer des tas de prospecteurs, ce qui scandalise les Indiens et ce qui va provoquer entre les prospecteurs et les Indiens des affrontements terribles. Des affrontements, parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'armée envoie Custer dans les Black Hills, ouvre les Black Hills aux prospecteurs, tout en sachant que ça va mener à la guerre. Et faut se mettre dans le contexte. Les États-Unis, à cette époque-là, ils ont une immense crise économique. Ce qui fait que la Maison-Blanche voit dans les Black Hills une sorte d'Eldorado. Elle offre un Eldorado à ses citoyens pour leur faire oublier cette crise économique. Et évidemment, ça provoque des heurts avec les Indiens. C'est le pire outrage qu'ils pouvaient faire. Et ils le savent très bien. Si bien qu'en 1875, d'ailleurs, ce que va refuser Sitting Bull, le président des États-Unis, qui est le général Grant, cherche à renégocier justement le traité de Fort Laramie. Ils ne céderont jamais le territoire des Black Hills. Dans ce cas, lançons-leur un ultimatum. Tout Indien devra se présenter au bureau d'enregistrement d'ici le 31 janvier. Si cette requête n'est pas observée, si les Indiens refusent de se présenter, la Commission des Affaires indiennes remettra le problème des hostiles entre les mains du ministère de la Guerre, lequel engagera une campagne visant à contenir les hostiles ainsi qu'à les renvoyer dans les réserves et de par ce fait sous la juridiction des États-Unis d'Amérique. Les opérations militaires pourraient être entamées n'importe quand. D'après le ministère de la Guerre, une telle action finirait par devenir nécessaire. Nous tuons les Indiens depuis une centaine d'années. Il faut en finir une bonne fois. Je veux Custer pour mener l'expédition. Nous avons besoin d'une machine à tuer. Vous ne pourrez pas trouver mieux. If you want to be a soldier, join the 7th Cavalry. Learn to fight with General Custer. Learn to fight for Kentucky. You must fight for Oklahoma, Kansas, Maine, and Tennessee. You must fight for Pennsylvania. You must fight for Missouri. You want to be a soldier, you must fight for glory, oh. You must fight with General Custer, you must fight for Idaho. You must fight for Massachusetts, Michigan, and Delaware. You must fight for Indiana, you must fight for Ohio. If you want to be a soldier, join the 7th Cavalry. Learn to fight General Custer, learn to fight for Kentucky. You must fight for Oklahoma, Kansas, Maine, and Tennessee. You must fight for Pennsylvania, you must fight for me.
Et en 1876, donc, Custer reprenait du service dans l'armée et à la tête de son régiment célèbre, aussi célèbre que lui, le 7e de cavalerie. Il a fait des pieds et des mains pour reprendre encore du service, pour se battre à nouveau, parce qu'il était très mal vu du président des États-Unis. Ah oui, alors là, il s'est mis dans un sacré pétrin, le général Custer, parce que avant la campagne de 1876, il a dit au président Grant et à toute l'administration qu'il n'était pas d'accord avec les réserves indiennes et avec le traitement de l'armée. Il faut savoir que dans les réserves indiennes, il y avait une telle corruption que les Indiens, souvent, pendant l'hiver, ils étaient réduits à devenir vagabonds. Et Custer a dit, si vous voulez la guerre, le meilleur moyen d'avoir la guerre de la part des Indiens, c'est de les affamer. Vous l'aurez immédiatement. Et c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Parce qu'au printemps, quand Custer veut reprendre le 7e de cavalerie, les Indiens sont entrés en guerre. Et le président Grant est tellement ivre de rage parce que Custer l'avait prévenu. Oui, puis Custer accuse les membres, précisément par le nom, il accuse le propre frère du président Grant de corruption. Ouais. Et le président Grant est tellement fâché qu'il dit Custer ne reprendra pas les rênes du 7e de cavalerie. Et finalement, lui, vu que c'est le meilleur combattant d'Indiens, finalement l'armée le prend parce qu'elle a besoin de lui. Oui, c'est le général Sheridan qui insiste. Alors, Sheridan, d'abord il s'agit d'essayer d'empêcher, mais ils vont pas y arriver, d'empêcher les prospecteurs de s'installer dans les Black Hills. Et comme on n'y parvient pas, on essaye de négocier justement un nouveau traité avec eux. Les Indiens, beaucoup d'Indiens, les Sioux et les Cheyennes refusent. C'est là d'ailleurs que Sitting Bull, que d'autres, que Red Cloud, enfin je sais plus quels étaient ceux qui étaient avec Sitting Bull, refusent. Et ils vont disparaître. D'abord ils vont à plusieurs reprises attaquer des pionniers, et puis ils vont disparaître un peu dans la nature. Et c'est pour les chercher que le général Sheridan organise une grande campagne avec 3 généraux qui doivent prendre en tenaille, 3 colonels, oui. Il y a 3 colonnes d'armée. On pense que les Indiens sont quelque part dans la vallée de la Little Big Horn ou dans ses alentours. Mais ça fait des milliers de kilomètres. Ce qui fait qu'on décide de faire 3 colonnes qui chercheront ces Indiens et qui convergeront vers le lieu supposé où sont les Indiens hostiles, entre guillemets. Alors 3 colonnes, il y en a une qui est dirigée par le colonel Gibbon, qui vient de l'ouest. Il y a le général Crook, qui lui va subir déjà, non pas vraiment une défaite, mais enfin il est repoussé par les Indiens, qui brusquement sont encouragés. Voilà que Sitting Bull se dit, mais tiens, on peut battre les Blancs. En fait, Crook a été complètement surpris par l'agressivité d'un jeune chef de guerre qui s'appelle Crazy Horse. Lui, il s'est rendu compte que la meilleure façon de combattre les Blancs, c'était de combattre avec un grand nombre, mais surtout très agressivement. Et on retrouvera ça à Little Big Horn. Ce qui fait que Crook était tellement surpris que même s'il avait l'avantage numérique et l'avantage sur le terrain, il a reculé. Et là, c'est une des pièces du puzzle qui part. Et il y a donc une 3e colonne qui, elle, vient de l'Est, et c'est celle la colonne du général Terry, et c'est là que se trouve, dans cette colonne, que se trouve le colonel, général Custer, tout le monde l'appelle encore général, et qui est envoyé à la recherche donc de ce camp des Sioux, de Sitting Bull, qui se trouve quelque part près de la Little Big Horn. Il a 600 hommes, c'est son 7e régiment de cavalerie à 600 hommes, et il y a à ses côtés 2 hommes, et c'est très important pour l'avenir, qui le détestent. Il y a le capitaine Bentin et le major Reno. Et il ne s'entend pas du tout avec eux. Non, alors faut voir, le major Reno, le capitaine Bentin, c'est les antithèses totales de Custer. Déjà, ils sont plus vieux que lui. Ça provoque déjà des tensions parce que Custer, c'est un peu le météorite de l'armée. C'est un homme très jeune qui arrive très haut. Et aussi, le major Reno n'a jamais participé à des combats. Il a fait quasiment que du travail d'état-major. Et le capitaine Bentin, c'est quelqu'un d'extrêmement jaloux, de pathologiquement jaloux. Quelqu'un qui déteste quasiment tout le monde dans le régiment. C'est fait que ces 2 personnes-là ne peuvent pas travailler avec Custer. Ils sont obligés, mais ils ne peuvent pas. Et c'est avec lui donc qu'ils arrivent le 25 juin 1876 devant le camp des Indiens, qu'ils découvrent, le camp des Sioux. Et à ce moment-là, Custer divise son 7e de cavalerie, les 600 hommes de sa cavalerie, avant d'attaquer les Indiens. Capitaine Bentin, en tête de colonne. Vous allez faire obliquer votre bataillon sur la gauche selon un angle d'environ 45 degrés. Vous attaquerez tout ce que vous verrez devant vous. Balayez-moi tout ce que vous trouverez. Et ne devrions-nous pas éviter de diviser le régiment, général? Si ce village est aussi important qu'ils le disent, nous avons besoin de tous nos hommes. Vous avez vos ordres. Colonne, halte! Ordre au major Reno. Le village est devant nous et les Indiens se dispersent. Il doit traverser la rivière et avancer aussi vite que la prudence le permettra. Il sera appuyé par toutes nos forces. À vos ordres.